Entre Noël et Nouvel An, vous avez forcément eu une bouteille de champagne sur votre table. C'est la boisson emblématique qui accompagne toutes les célébrations. La forme de sa bouteille est reconnaissable parmi beaucoup d'autres, et le bruit de son ouverture est souvent suivi par un cri d'exclamation et de joie. Pour autant, le champagne regorge de secrets, et je vous propose de les découvrir dans cette vidéo. À la fin de celle-ci, vous serez incollable sur les cépages, les terroirs, les méthodes de fabrication et l'économie du champagne. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Le champagne, comme son nom l'indique, est fabriqué en Champagne, qui est une région qui fait à peu près 34 300 km². Les deux villes les plus connues sont Reims et Épernay, toutes les deux accessibles depuis Paris en environ une heure. D'ailleurs, toutes les grandes maisons de champagne ont une maison sur l'avenue de Champagne à Épernay. Donc si vous allez visiter, c'est plutôt sympa. Après, pour être honnête, Épernay, c'est quand même assez vite fait. Donc si vous y allez, prenez une voiture ou prenez des vélos, puis allez faire un tour dans les vignes, puisque c'est vraiment ce qu'il y a de plus joli dans la région. Vous aurez des magnifiques perspectives sur les vignes. Il y a un peu plus de 300 millions de bouteilles de champagne qui sont produites chaque année, mais on y trouve des styles différents et des méthodes d'élaboration qui sont différentes. D'abord, il faut comprendre les cépages qui sont utilisés en Champagne. Il y a 3 cépages qui sont autorisés, qui sont le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Déjà, si vous avez retenu ça, c'est pas trop mal. Ensuite, face à ces cépages, on a des terroirs dans lesquels ces cépages ont un peu plus d'intérêt. Sur la géographie de manière plus spécifique, il y a un petit peu 2 niveaux. Il y a 3 zones qu'il faut absolument connaître et 2 qui sont un petit peu plus annexes ou en tout cas un petit peu moins communes. Les 3 zones à connaître sont la Côte des Blancs, la montagne de Reims et la vallée de la Marne. Ces 3-là, vous devez absolument les connaître. Et à côté de ça, on a 2 zones qui sont un petit peu moins connues et qui sont au sud de l'appellation. On a d'abord la côte de Cézanne, qui est à peu près à 30 km au sud-ouest d'Épernay, puis la côte des Bars, qui est à 100 km au sud-est. Les 3 premières zones sont vraiment les plus connues, sont aussi les plus proches d'Épernay, donc si vous allez visiter l'appellation Champagne, il y a de grandes chances que vous vous retrouviez quelque part dans ces zones-là. De manière assez académique, on dit que le climat de la Champagne est continental frais. Continental, ça veut dire qu'on observe des grandes variations de température au cours de l'année, et frais, ça veut dire que la température moyenne est d'environ 16,5 degrés. Tout ça, ça nous permet d'avoir des vins qui ont en général une belle acidité, et c'est quand même assez caractéristique du champagne, cette acidité au fond de la bouche qui vous fait un petit peu saliver, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans de nombreuses bouteilles. Pour autant, le principal risque, ça va être le gel de printemps, avec ces bourgeons qui commencent à arriver, s'il y a un gel, là c'est un vrai problème. Comme je vous l'ai dit, on peut faire l'intersection entre cépage d'un côté et terroir de l'autre. D'abord, le chardonnay va plutôt se retrouver sur la côte des Blancs et la côte de Cézanne. Ensuite, le pinot noir va plutôt se retrouver sur la montagne de Reims. Et enfin, le pinot meunier va se retrouver dans la vallée de la Marne. C'est le cépage parmi les 3 qui débourre le plus tard, donc chez qui les bourgeons arrivent le plus tard, ce qui le rend un petit peu plus résistant au gel, ou un peu plus intéressant en tout cas pour ça. Et il se trouve que la vallée de la Marne est la zone la plus gélive de cette appellation, donc le fait de mettre du pinot meunier réduit un petit peu les risques de ce point de vue. Donc on a vu qu'il y a 3 cépages en Champagne, pinot noir, pinot meunier et chardonnay, qui sont cultivés dans certaines zones de manière assez spécifique, dans certaines régions de l'appellation. Il nous reste à voir la méthode de fabrication du champagne, et pour ça, je vous propose d'embarquer à la rencontre de Dominique de Marville chez la Maison Lallier. Les romans de la vendange, on cueille les raisins. Septembre-octobre à peu près. Voilà, c'est septembre, parfois un peu août, avec en fonction de l'année. Il fait chaud. Et une fois que les raisins sont cueillis, on va faire le pressurage. Et après pressurage, on obtient un jus, le jus de raisin. Ce jus de raisin, il va falloir le transformer en vin. Là aussi, on va utiliser les levures. Donc, on va faire une première fermentation qui, elle, se déroule soit dans des cuves, soit dans des barriques. Cuve inox, barrique de bois. Cette première fermentation va durer 8-10 jours. Ce qu'on appelle la fermentation alcoolique. Et c'est les levures vont transformer le sucre qui provient du raisin en alcool, tout simplement. Une fois que cette fermentation alcoolique est faite, en Champagne, on fait une autre fermentation qui s'appelle la fermentation malolactique, qui elle aussi se passe dans les cuves ou dans les barriques. Cette fermentation malolactique, elle va transformer l'acide malique, qui vient du raisin, lui aussi, en acide lactique. C'est une transformation naturelle qui se fait via des bactéries qu'on appelle les bactéries malolactiques. Et cette transformation naturelle, elle va diminuer l'acidité des vins.
C'est-à-dire que naturellement, les vins de Champagne sont très très acides, vont devenir un peu moins acides par la transformation de l'acide malique, qui a un côté un petit peu plus vert, un petit peu plus citrique, en acide lactique, qui est un peu plus rond, un peu plus souple. Donc la grande majorité des vins en Champagne réalisent cette fermentation malolactique qui se passe également en cuve ou en barrique. Parfois, et c'est ce que l'on fait de plus en plus chez l'Allier, on va bloquer et on ne va pas faire cette fermentation malolactique pour garder de la fraîcheur. L'acide malique étant un peu plus vif, étant un peu plus citrique au niveau de son goût que l'acide lactique, on va garder l'acide malique et éviter donc la fermentation malolactique. Chez l'Allier, selon les vendanges, on va bloquer entre 10 et 30% de cette fermentation. Pourquoi ? Parce qu'en gardant un peu plus d'acide malique, au moment de l'assemblage, on va pouvoir assembler des vins dont la fermentation malolactique a été faite, d'autres vins qui n'ont pas fait leur fermentation malolactique. Et comme ça, on va pouvoir être très précis, vraiment très précis sur l'assemblage au niveau du ressenti de la fraîcheur que l'on va rechercher. Et tout ça, ça se décide naturellement en fonction du niveau de la vendange. On suit la nature, en fait. On respecte ce que la nature nous offre. Une année où naturellement dans les raisins, il n'y a pas beaucoup d'acide, eh bien là, on va faire beaucoup de vin où on va bloquer la malo pour garder le maximum de fraîcheur. C'était le cas en 2022, année très chaude, année très ensoleillée. On a bloqué un maximum de vin sans malo. 2021, l'année précédente, c'était l'inverse. C'est une année assez froide, assez humide. Il y avait beaucoup d'acidité dans les vins. Et donc là, on a fait un peu plus de vin avec fermentation malolactique pour apporter la souplesse nécessaire et éviter d'avoir un vin qui soit trop acide et qui serait gênant au niveau de la dégustation. Donc ça, c'est notre travail depuis la vendange jusqu'au assemblage, de décider de suivre un petit peu le cadeau de la nature, ce que nous offre la nature chaque année, parce que chaque vendange est très différente. On s'adapte, en fait, à la qualité de l'année et au style de l'année. C'est clair. Donc, septembre, vendange, première fermentation alcoolique, oui. Ensuite fermentation malolactique. Ça dure combien de temps la malolactique ? La malolactique va durer un mois et demi. Donc en général, fin octobre, début novembre, les fermentations sont terminées. Et là, autre opération importante, on va laisser les vins se reposer. Donc on va laisser les vins on va garder les levures qui viennent de la fermentation en contact avec le vin. D'une part pour enrichir le vin avec les arômes qui proviennent de ces levures. Et également, ça va nous laisser, les vins vont se reposer et ensuite on va pouvoir rentrer dans une phase de dégustation qui se déroule en général du mois de janvier jusqu'au mois de mars-avril. On va déguster les vins 2 fois, 3 fois, 4 fois pour progressivement construire les assemblages. Alors, la plupart des assemblages en Champagne sont ce qu'on appelle les assemblages non millésimés. C'est-à-dire qu'on va assembler entre eux des vins de plusieurs années. J'ai tendance à dire que pratiquement 90% des champagnes sont des champagnes non millésimés. C'est-à-dire que sur l'étiquette, il n'y a pas l'année. Et là, le travail de l'assemblage va être de reproduire chaque année pratiquement le caractère, le goût de chaque producteur, de chaque maison. Si j'achète une bouteille de l'Allier brut classique, ce sera le même, quasiment le même. On recherche le même style. Ouais. Voilà. Alors chez l'Allier, avec une petite particularité, c'est que notre brut qui s'appelle Réflexion, c'est le reflet du style d'Allier, c'est la réflexion du style d'Allier, mais également la réflexion de l'année. C'est-à-dire que chez l'Allier, notre particularité du brut sans année, c'est que chaque année, il y a une petite touche annuelle. Okay. Donc, on va utiliser des vins de plusieurs années pour équilibrer la cuvée, en fait, et pour s'assurer que année après année, on retrouve pratiquement le même goût et surtout le style de la maison. Par contre, certaines années, quand les années sont propices à de longs vieillissements, on va faire des millésimes. Un non millésimé en Champagne, ce qu'on appelle un champagne non millésimé, ça va vieillir 2 ans, 3 ans en cave. Un champagne millésimé va vieillir minimum 6, 7 ans. Et ce temps de vieillissement qui est très long, on ne peut pas l'avoir tous les ans. C'est comme à Bordeaux, c'est comme en Bourgogne, comme dans tous les vignobles, il y a des années qui vieillissent plus longtemps que d'autres. La Champagne, on a cette chance, c'est la plupart du temps, on fait des non millésimés, sauf quand l'année était vraiment exceptionnelle, de par sa qualité et de par sa capacité à vieillir. Donc on ne millésime que les années qui peuvent vieillir très longtemps. Légalement, un millésime doit rester 3 ans en cave. Mais la plupart des maisons
et les élaborateurs et les vignerons vont garder les millésimes 6 ans, 7 ans ou 8 ans. Et donc, on ne fait un millésime que quand on est persuadé que le champagne va pouvoir vieillir aussi longtemps. Parce que s'il n'a pas la capacité de vieillir 7-8 ans, ça sert à rien de le déclarer en millésime. Donc voilà un petit peu la différence entre un non millésimé, qui est un champagne qui classiquement va vieillir 2 ou 3 ans, ce qui est déjà très long, hein, 2 ou 3 ans de vieillissement en cave, c'est très long avant d'arriver sur les marchés. Et puis ensuite les millésimes ou les cuvées spéciales, qui elles vont rester 6-7 ans en cave. Et voilà. Alors pour résumer ce que nous a dit Dominique, on a toute une liste d'opérations au moment de fabriquer le champagne. D'abord, il va falloir récolter les raisins, les trier et faire les opérations sur ces raisins. Ensuite, on va avoir la fermentation alcoolique, donc c'est-à-dire la transformation du sucre contenu dans le jus en alcool et en gaz carbonique. Ensuite, on a une deuxième fermentation qui est possible, qui est la fermentation malolactique, FML, qui consiste à transformer l'acide malique en acide lactique. Bon, on va pas rentrer spécifiquement dans le détail, c'est juste on fait une fermentation supplémentaire. Elle va permettre de diminuer un petit peu l'acidité du vin et surtout de développer des notes de crème ou de beurre qui sont assez agréables dans le champagne. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir assembler les vins, puis les mettre dans une deuxième fermentation, cette fois-ci en bouteille, et c'est ce qui fait la magie de la Champagne, c'est cette deuxième fermentation en bouteille, et je vous propose de retourner chez l'Allier pour voir à quoi ça ressemble et les prochaines étapes. Alors en ce moment on est au mois de juin, ouais. On a terminé nos assemblages et on est en pleine période de la mise en bouteille, ce qu'on appelle le tirage en Champagne. C'est l'opération qui est très importante puisque cette mise en bouteille s'accompagne de l'ajout de sucre et de levure dans le vin pour justement, une fois la mise en bouteille réalisée, la bouteille est fermée et on va faire l'opération magique du champagne, la prise de mousse. C'est l'apparition des bulles et cette opération est très importante. Donc là, on est dans la cuverie de chez l'Allier et nous préparons les levures. Donc nous élevons les levures sur nos vins pour d'une part les habituer au milieu, les habituer à nos vins et ensuite pouvoir les incorporer à hauteur de 3% à peu près. Donc on met 3% de levure d'un levain liquide que l'on prépare dans les cuves ici. Hein, dans ces cuves, on a des levures qui sont en train de se multiplier pour assurer ensuite, lors de la mise en bouteille, la deuxième fermentation en bouteille. Donc c'est une opération très importante. Il faut que les levures soient en pleine forme pour justement assurer cette fermentation dans la bouteille. Et ensuite, mettre les bouteilles vont être stockées dans les caves pour assurer une prise de mousse lente, 2 mois à peu près. La fermentation en bouteille va durer à peu près 2 mois. Et à l'issue de cette fermentation en bouteille, qu'on appelle la prise de mousse, on passe ensuite sur l'opération de vieillissement en cave, où les vins vont vieillir 3 ans à peu près pour un non millésimé, et jusqu'à 6-7 ans pour un millésime. Donc on va laisser les bouteilles en cave, en position sur latte. Donc les bouteilles sont couchées, avec les levures à l'intérieur. Après ces 2 mois de fermentation, les levures meurent, et il va se passer une autre opération très importante du vieillissement en bouteille, ce qu'on appelle l'autolyse. L'autolyse des levures, qui, une fois mortes, les levures vont se dégrader dans le vin, et vont apporter au vin du gras, de la texture. Moi, j'aime beaucoup cette texture soyeuse qui vient de cet élevage en bouteille, mais également des arômes. Et les arômes de brioche, les arômes de pâtisserie sont issus de ce vieillissement en bouteille et de ce vieillissement sur levure qui va durer entre 3 et 6 ans selon les cuvées. Donc, on reprend là où on en était tout à l'heure. Concrètement, on a mis le jus en bouteille, il est parti pour une deuxième fermentation. Vous avez vu dans la vidéo ces petites levures qui sont dans la bouteille qui permettent au vin de prendre la mousse et de regagner quelques degrés d'alcool. Maintenant, on va avoir l'élevage sur latte. Donc concrètement, on va laisser les bouteilles pendant plusieurs mois, voire plusieurs années sur les lattes. Puis, on va avoir le remuage. Donc, ça, c'est l'opération traditionnelle, un peu fantasmée parfois par certains, qui consiste à tourner les bouteilles de vin pour permettre aux levures de descendre progressivement. Ensuite, le dégorgement. Donc, on ouvre cette bouteille pour enlever les levures. Puis, le dosage. Donc, au moment de dégorger, on va perdre un petit peu de liquide dans ce jus. Donc, on va juste rajouter un petit peu de liquide et potentiellement cette liqueur de dosage, comme on dit, peut être dosée. Donc, c'est-à-dire elle peut contenir du sucre. Mais on va voir ça juste après. Et enfin, on met le bouchon, on conditionne, et ça peut partir sur toutes les tables du monde entier. Donc on en est où? On a compris
les cépages, on a compris. Les terroirs, on a compris. La méthode de fabrication. Maintenant, on peut s'amuser avec tout ça et aller beaucoup plus loin. Pour ça, il y a plusieurs styles de champagne qui sont indiqués sur l'étiquette. La première des choses, c'est un style en fonction du choix du cépage. On a d'une part les blancs de blanc. Donc, le blanc de blanc, ça veut dire qu'à l'intérieur de mon champagne, je n'ai qu'un cépage blanc, donc le chardonnay. On a aussi le blanc de noir, qui veut dire qu'il n'y a qu'un seul cépage à l'intérieur, qu'un seul type de cépage à l'intérieur, qui sont les cépages noirs, donc pinot noir ou pinot meunier. Ensuite, il peut y avoir des variations si le champagne que vous dégustez est un assemblage de plusieurs années, ce qui est globalement la norme en champagne. Près 3/4 des champagnes que vous pouvez trouver, voire même 85% des champagnes que vous pouvez trouver sont des vins d'assemblage de plusieurs années, comme on en a parlé avec Dominique. Pour autant, il peut aussi y avoir des champagnes millésimés. Donc là, ça veut dire que le jus qui est à l'intérieur ne vient que d'une seule année, de manière spécifique. Et ça, en général, on le garde pour des années qui sont assez spectaculaires. Donc si vous voyez une année sur votre bouteille de champagne, ça veut dire que c'est un champagne millésimé et donc que le jus ne vient que de cette année, de manière spécifique. Si vous ne voyez pas cette indication, ça veut dire que c'est un assemblage de plusieurs années. Enfin, de la même manière qu'on peut faire de l'assemblage d'années, on peut faire de l'assemblage de parcelles, ce qui est globalement le cas quand vous dégustez un champagne standard d'une maison, d'une grande maison. C'est un assemblage de parcelles qu'on trouve partout en Champagne. Mais pour autant, on peut aussi trouver des cuvées parcellaires. Donc là, ça veut dire que ça va venir que d'un seul endroit spécifique. Et enfin, on peut faire un peu les trois en même temps. C'est-à-dire qu'on peut faire un blanc de blanc qui vient d'une parcelle spécifique et d'une année spécifique. Enfin, la dernière variation possible, c'est le niveau de sucre. Je vous ai dit un tout petit peu plus tôt que la liqueur qu'on mettait au moment de faire le dosage, donc juste après le dégorgement, on remet un petit peu de jus à l'intérieur de la bouteille puisqu'on en a perdu un petit peu. Ce jus peut être sucré ou pas, et en fonction du niveau de sucre qui sera contenu à ce moment-là, on va avoir différentes classifications du champagne. On a le brut nature, le brut, le sec, le demi-sec et le doux. Tout ça par niveau de sucre croissant. Maintenant que vous avez compris ça, vous avez compris les cépages, les terroirs, la méthode de fabrication et comment bien lire une étiquette de champagne, en tout cas les différentes informations qui peuvent être contenues dessus, je pense qu'on a fait le tour et que vous êtes prêts à choisir votre bouteille sans aucun problème et à bien savoir ce que vous allez déguster. Maintenant, je vous propose de nous plonger un petit peu dans l'économie du champagne, parce que le champagne, c'est une boisson qui est spectaculaire, mais l'économie qu'il y a derrière le champagne l'est tout autant. Alors pour ça, je vais m'aider un petit peu de mes notes, parce qu'il y a un petit peu de chiffres, donc désolé, je vais regarder un petit peu en bas, mais le champagne, c'est 30 000 emplois directs et 120 000 emplois indirects. Moi, le chiffre qui m'a le plus impressionné au moment où j'ai fait mes recherches sur la Champagne, c'est que la Champagne, c'est 4% de la surface du vignoble français, et pour autant, c'est 20% du chiffre d'affaires de la filière vin en France. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, ça m'a impressionné. Ça veut dire que 4% du territoire produit 20% de la richesse du chiffre d'affaires, donc c'est dire si c'est une boisson qui est valorisée. Et d'ailleurs, le champagne est le vin effervescent qui est le plus valorisé au monde. Je pense que vous l'avez tous expérimenté au moment d'acheter du champagne. Le champagne le plus accessible est autour de 20-30 euros la bouteille dans ces eaux-là. Les champagnes un petit peu plus premium vont être autour de 40, 50, 70 euros. Et ensuite, vous avez très vite des bouteilles qui sont à 100, 150 euros. Et ça va très vite. Et ça n'a pas de limite, évidemment, quand vous allez chercher des choses de manière très spécifique. Si on compare ça à d'autres vins effervescents, ça n'a rien à voir. Le crément, c'est plus entre 8 et 15 euros la bouteille. Le prosecco, ça va être entre 8 et 10 euros la bouteille. Et les autres vins effervescents, en gros, ça va être entre 5 et 10 euros la bouteille. Donc il y a un rapport de au moins 1 à 3 entre le champagne et les autres vins effervescents, ce qui est absolument gigantesque. Et d'ailleurs, même s'il existe d'excellents vins effervescents, j'ai d'ailleurs fait un article sur des créments que j'ai dégustés en Bourgogne. Pour autant, l'image de marque de la Champagne est considérable. D'ailleurs, le champagne a une distribution qui est globale et variée. Il y a à peu près 60% de la consommation qui est en dehors de France, 40% de la consommation qui est en France. Les premiers importateurs sont les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon. Et ensuite, on a une trentaine de pays qui importent plus de 500 000 bouteilles par an de champagne. Donc, on a d'une part une boisson qui est extrêmement bien valorisée, d'autre part un réseau de distribution qui est varié, global, et avec un nombre de pays qui a des commandes importantes plutôt significatifs. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que les méthodes d'élaboration du champagne
permettent d'avoir des mécanismes de précaution économique ou d'assurance. Puisque le champagne est un vin d'assemblage, en cas de mauvaise année, les vignerons peuvent assez facilement aller taper dans le vin de réserve et continuer d'avoir des volumes qui sont globalement stables et donc de pas avoir de trous dans la commercialisation. En cas d'année exceptionnelle, c'est l'inverse. Ils peuvent produire un petit peu plus ou alors ils peuvent produire des cuvées un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus variées, ce qui permet au final d'avoir toujours de la supply avec des niveaux de valorisation qui peuvent parfois dépasser les autres années, mais jamais en volume trop important ou trop faible. En 2021, c'est environ 150 millions de kilos de raisins qui sont stockés en tant que vin de réserve, donc c'est à peu près 50% de la production d'une année traditionnelle. Donc ça veut dire que si l'année prochaine, la Champagne produit 50% moins de raisins, ils pourraient combler ça avec le vin de réserve. Alors évidemment, c'est pas ce qu'on leur souhaite, et je pense pas que les vignerons seraient prêts à sacrifier 100% de leur vin de réserve pour résoudre ce problème. Mais pour autant, ça vous permet de comprendre que s'il y a des variations d'approvisionnement et de production, les vins de réserve permettent de combler tout ça de manière relativement facile. D'un point de vue de détention, le champagne est de plus en plus concentré autour de quelques maisons. Si on prend les 150 millions de bouteilles produites par les plus grosses maisons, LVMH en possède une grande partie. Je vais pas vous faire la liste, mais ils ont quand même Moët et Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Ruinart, Mercier. Ils ont aussi Krug, ils ont 50% d'Armand de Brignac, donc le groupe LVMH est absolument gigantesque en Champagne. Il est suivi par le groupe Perrier, mais qui en a quand même beaucoup moins, mais ça reste 10 millions de bouteilles, et par d'autres groupes cotés. Au final, c'est 62% du marché qui est détenu par des groupes qui sont cotés en bourse, et ensuite c'est suivi par des très grosses coopératives. Ensuite, le prix de l'hectare a complètement explosé en Champagne. On est entre 1 et 2 millions d'euros l'hectare, ce qui est absolument énorme, et ce qui fait qu'il y a une concentration de plus en plus importante de la production de champagne au sein des grandes maisons, puisque au moment d'avoir une succession, il devient difficile de s'offrir cette succession et de conserver les vignes dans la famille. Dans beaucoup de cas, les personnes qui héritent de telles parcelles les vendent, et la plupart du temps, aux grandes maisons de champagne qui ont la possibilité d'acheter ceci. Donc il est parfois un peu difficile de s'installer en tant que nouveau vigneron. Il y a assez peu de nouvelles installations de vignerons en Champagne. Ça existe quand même, parfois dans des zones qui sont un petit peu moins prestigieuses ou un petit peu moins proches d'Épernay, dont on a parlé un petit peu plus tôt. C'est aussi le cas de modèles économiques innovateurs. C'est le cas de la maison de champagne EPC, que j'ai interviewé dans mon podcast. Je vous mets le lien en description évidemment. Qui a fait une marque, un petit peu une DNVB de champagne, comme on dit, donc une nouvelle marque, et qui réussit à faire une gamme qui est très sympa, très bien distribuée et très bonne. Une des dérives de ces mécanismes, c'est potentiellement l'uniformisation du goût du champagne et pas spécialement une éducation du consommateur sur les terroirs et les différences qu'on peut trouver sur ces sujets. Quand vous achetez une bouteille de champagne, est-ce que vous êtes plus sensible au prix et à l'image de marque, ou est-ce que vous regardez vraiment les terroirs, la provenance, la qualité du produit que vous achetez? On va pas se mentir, la plupart du temps, quand on achète une bouteille de champagne, on est plutôt sensible au prix et à la marque qu'on achète, plus que à ce qu'on va boire de manière très spécifique. Ces dérives dans l'économie du champagne se discutent quand même, puisque quand je parle avec des vignerons sur place qui font des choses un petit peu plus artisanales ou un petit peu plus petites, ils me disent qu'en fait, la présence des très grandes maisons de champagne sert beaucoup le marché et qu'il y a une vraie complémentarité entre les deux, entre une démarche de grande maison et une démarche plus artisanale. Les grandes maisons ont des forces commerciales qui permettent de distribuer le champagne dans le monde entier et de le faire connaître, quand des vignerons qui ont une approche un peu plus artisanale vont pouvoir se positionner sur des segments un peu plus précis, sur des vins un peu plus prestigieux potentiellement, et ne pas avoir trop d'efforts à faire au moment de pénétrer le marché. Le dernier podcast que j'ai fait en Champagne, c'était avec Pascal Agrappa, et on a notamment parlé de cette complémentarité entre les grandes maisons et une approche un petit peu plus artisanale du champagne. Donc, je vous mets le lien en description. Je pense que c'est une interview qui vaut vraiment le coup, donc je vous recommande d'aller l'écouter. Le champagne, c'est tout ça. Et il y aurait encore beaucoup de choses à dire, même si on a fait un beau tour d'horizon. Le champagne, c'est une attention extrême à chaque étape de la fabrication. Ce sont des grandes maisons qui ont pendant longtemps tiré le marché et rendu le champagne incontournable sur toutes les grandes tables du monde. Ce sont aussi des vignerons qui existent avec une approche artisanale du terroir. Ce sont des raisins dont on prend soin et qui ont parfois la couleur de l'or. C'est une méthode de vinification unique, inventée il y a des siècles et qui perdure aujourd'hui. Ce sont des jus qui rassemblent les hommes dans les bons comme dans les mauvais moments. Bref,
Ça fait partie des produits du terroir qui nous accompagnent dans notre existence.